Imaginez un instant. Imaginez un monde où les pompiers n'éteignent plus les feux. Au contraire, ils les allument. Un monde où le crépitement des pages qui se consument est la bande-son de l'ordre public. Où le simple fait de posséder un livre, un seul, fait de vous un criminel, un ennemi de la société. Un monde où le savoir est considéré comme un poison et l'ignorance un bonheur obligatoire. Ce monde, à la fois terrifiant et étrangement familier, c'est celui que Ray Bradbury a imaginé il y a plus de 70 ans. Et en l'imaginant, il nous a peut-être tendu le miroir le plus juste et le plus effrayant de notre propre avenir. Bienvenue dans notre exploration de Fahrenheit 451. Ce titre d'abord, qui sonne comme un code secret, Fahrenheit 451, ce n'est pas un nom de code, c'est une température. La température précise à laquelle le papier d'un livre s'enflamme, se noircit et se transforme en cendre. C'est le point de fusion de la culture. Son auteur, Ray Bradbury, n'était pas un simple conteur d'histoires futuristes. C'était un poète de l'anticipation, un visionnaire qui regardait vers les étoiles pour mieux nous avertir de ce qui se tramait ici, sur Terre. Avec ce roman, il ne nous livre pas une simple dystopie pour nous faire frissonner. Il nous tend un avertissement, une lettre urgente, écrite depuis le passé, mais adressée directement à notre présent hyper connecté et saturé d'écran. Alors, la question qui nous brûle les lèvres est la suivante. Comment? Comment une société entière peut-elle arriver à déclarer la guerre aux livres, à haïr à ce point la complexité, la nuance, la réflexion? Et surtout, que se passe-t-il lorsqu'un homme du système, un pompier dont le métier est de brûler, se met soudainement à douter? Que se passe-t-il quand l'odeur du kérosène lui devient insupportable? C'est ce voyage au cœur des flammes et de la conscience que je vous propose de faire aujourd'hui. Si vous aimez les histoires qui secouent, qui interrogent, et qui restent avec vous longtemps après, alors vous êtes au bon endroit. Pour nous soutenir dans cette mission, un simple geste suffit. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like sur cette vidéo. Maintenant, vous êtes prêts? Alors ensemble, plongeons dans le brasier. Notre histoire commence avec un homme, Guy Montag. Et Guy Montag aime son travail. Il l'aime d'un amour viscéral, presque charnel. Quand il tient son lance-flamme, ce serpent de cuivre qui crache son venin de kérosène, il arbore ce que Bradbury appelle un sourire féroce. Montag n'est pas un monstre, non, il est bien plus complexe. Il est un fonctionnaire convaincu, un serviteur zélé de l'ordre. Pour lui, brûler des livres, ce n'est pas détruire, c'est purifier. C'est un acte de salubrité publique, un geste qui éradique la contradiction, le doute, la tristesse. Il est le bras armé d'une société qui a fait un choix radical. Le choix du bonheur simple, lisse, sans aspérité. Le choix du bonheur par l'ignorance. Et dans ce monde-là, Montag est un prêtre. Et le feu, sa parole sacrée. Et dans quel monde vit notre pompier? C'est un monde de bruit et de fureur. Mais une fureur vide de sens. Le soir, chez soi, on ne se parle pas, on s'immerge. On plonge la tête la première dans les murs écrans, ces télévisions monumentales qui recouvrent les murs du salon et diffusent un torrent ininterrompu de programmes criards, une famille numérique qui vous appelle par votre prénom pour mieux vous absorber. Et quand on sort, on s'enfonce dans les oreilles de minuscules coquillages, des radios qui murmurent un flot continu de musique et de paroles creuses, vous isolant du monde réel dans une bulle sonore parfaite. Dehors, les voitures scarabées filent à une vitesse suicidaire, transformant les maisons, les arbres et les visages
en un simple trait de couleur indistinct. Car dans cette société, la vitesse est une vertu et la distraction une religion. Tout est conçu pour une seule chose. Occupez chaque seconde de votre esprit pour qu'il n'y ait plus la moindre fissure par laquelle une pensée personnelle et dangereuse pourrait s'infiltrer. Et au cœur de ce vide, il y a Mildred, la femme de Montag. Mildred est le produit parfait de cette ère. Elle ne vit que pour et par ses murs écrans. Son plus grand désir, son unique ambition dans la vie, est d'économiser assez d'argent pour installer le quatrième mur et transformer ainsi son salon en une cage de lumière et de son. Leur relation est un désert. Un soir, Montag la retrouve inerte après une overdose de somnifères. Mais n'imaginez pas une ambulance, des médecins inquiets, non. Ce sont deux techniciens indifférents qui arrivent avec une machine, une sorte d'aspirateur à âme, qui vidange le corps de Mildred, comme on nettoierait une machine encrassée. Le lendemain, elle ne se souvient de rien, prête à replonger dans sa famille cathodique. Mildred est le fantôme de cette civilisation, vivante en apparence, mais morte à l'intérieur. Et puis, un soir, une rencontre, une anomalie. Une jeune fille de 17 ans, sa voisine, Clarisse McClellan. Clarisse est tout ce que le monde n'est pas. Elle marche lentement. Elle aime sentir l'odeur des feuilles mortes et goûter la pluie sur la langue. Elle observe la lune. Elle pose des questions simples, directes, presque enfantines, mais qui, dans ce monde aseptisé, sonnent comme des détonations. Et un soir, alors qu'il marche, elle se tourne vers Montag et lui demande, avec une curiosité sincère, êtes-vous heureux? Cette question, 4 mots, c'est tout. Mais pour Montag, cette question n'est pas une question. C'est une pierre jetée dans la mare, tranquille de ses certitudes. C'est la première fissure dans l'armure du pompier, l'étincelle minuscule, presque invisible, qui vient de tomber sur un baril de poudre. Le feu qu'il a passé sa vie à allumer chez les autres vient peut-être, à cet instant précis, de prendre racine en lui. La question de Clarisse, êtes-vous heureux, a fait son chemin. Elle a planté une graine de doute qui commence à germer dans l'obscurité. Et cette graine va être arrosée, non pas d'eau, mais d'essence et de feu. Le point de non-retour arrive lors d'une alerte incendie, dans le grenier d'une vieille dame. L'équipe des pompiers déferle, violente, mécanique, prête à accomplir sa tâche macabre. Mais cette fois, quelque chose est différent. La femme est là, elle ne crie pas, elle ne fuit pas. Elle se tient au milieu de ses trésors, de ses montagnes de livres, comme une reine sur son trône menacé. Les pompiers l'aspergent de kérosène, elle et ses livres. Mais elle refuse de partir. Elle préfère mourir brûlée vive avec eux, plutôt que de vivre une seule journée sans eux. Et dans son regard, Montag ne voit pas de la folie. Il voit une certitude, une conviction si absolue qu'elle transcende la peur de la mort. Et pour la première fois de sa vie, il comprend que ces objets de papier et d'encre ne sont pas que des objets. Ils contiennent quelque chose, une âme, une raison de vivre, et même une raison de mourir. Et dans la confusion, sa main, comme possédée par une volonté propre, se referme sur un livre et le glisse sous sa veste. C'est son premier crime. Un geste instinctif, irréfléchi. Le début de sa propre rébellion. Face à ce doute grandissant se dresse un mur. Le capitaine Beatty, son chef. Et c'est là que réside le génie pervers de ce système. Beatty n'est pas un ignorant. C'est tout le contraire. Il est brillant, cultivé, il a tout lu. Et c'est justement avec sa culture qu'il justifie la destruction de la culture. Il est le diable qui cite les Écritures.
Lors de ses discours à Montague, il déroule une rhétorique implacable. Il explique, avec des citations de Shakespeare ou de la Bible, pourquoi les livres devaient disparaître. Parce qu'ils sont pleins de contradictions, parce qu'ils rendent les gens tristes, angoissés, en leur montrant les complexités et les injustices de la vie. Ils vous montrent 100 versions contradictoires de la vérité. Et à la fin, vous ne savez plus rien. Vous êtes juste malheureux. Le bonheur, selon Beatty, c'est l'absence de pensée, la surface lisse des choses. Il est le gardien cynique du temple, l'homme qui a vu la lumière du savoir et qui a choisi, délibérément, de l'éteindre pour les autres. Montag est désormais un homme déchiré. Il sent qu'il y a quelque chose d'essentiel dans les livres qu'il a volés, mais il n'arrive pas à le saisir. C'est ici qu'intervint l'une des plus belles métaphores du roman, le tamis et le sable. Imaginez Montag, dans le vacarme assourdissant du métro. Il a un livre ouvert sur les genoux, un passage de la Bible, qu'il essaie désespérément de le mémoriser. Il lit et relit les phrases, mais les mots lui glissent entre les doigts. Pourquoi? Parce que les haut-parleurs du wagon hurlent sans fin une publicité pour un dentifrice, un jingle idiot et répétitif. Les mots du livre, c'est le sable d'un savoir fin et précieux. Son esprit, bombardé par la distraction de masse, est devenu un tamis, un crible qui laisse tout passer. C'est l'image parfaite de sa lutte, tenter de retenir la profondeur dans un monde qui ne célèbre que la surface. Seul, perdu, Montag sait qu'il a besoin d'un guide. Il se souvient alors d'une rencontre passée, un vieil homme dans un parc, un ancien professeur de lettres nommé Faber. Faber est l'autre face de la médaille intellectuelle. Si Beatty est la connaissance mise au service du cynisme, Faber est la connaissance paralysée par la peur. Il sait tout ce qui a été perdu. Il pleure la disparition de la pensée. Mais il s'est terré chez lui, n'osant rien faire. Il est le théoricien de la rébellion, pas un soldat. Pourtant, l'alliance de ces deux hommes va faire naître la résistance. Montag, l'homme d'action qui manque de savoir, et Faber, l'homme de savoir qui manque de courage. Leur lien se matérialise par un petit objet, un projectile vert, une oreillette radio que Faber a conçue. Grâce à elle, Faber peut parler à Montag, le guider, lui souffler la connaissance et la prudence directement à l'oreille. C'est une conscience portable, une voix de la raison chuchotée au milieu du vacarme. Pour la première fois, Montag n'est plus seul. La rébellion a commencé. Elle n'est encore qu'un murmure dans l'oreille d'un pompier, mais c'est un murmure qui porte en lui le pouvoir de faire s'effondrer un monde. La rébellion silencieuse de Montag ne pouvait pas rester secrète éternellement. La confrontation devient inévitable. Un soir, la sirène de la caserne retentit. Mais cette fois, la destination n'est pas celle d'un inconnu. Le camion de pompiers s'arrête devant sa propre maison. La dénonciation vient du plus profond de son intimité. C'est sa femme, Mildred, qui l'a trahi, avant de disparaître, valise à la main, fuyant la destruction qu'elle a elle-même provoquée. Le capitaine Beatty est là, le regard triomphant. Et il inflige à Montag le châtiment ultime. Il ne va pas brûler sa maison lui-même, non. Il lui tend le lance-flamme et lui ordonne. Fais-le toi-même. Brûle tout. Brûle ton passé, tes erreurs, tes doutes. Alors, Montag obéit. Il regarde ses murs, ses meubles, et surtout ses livres, se tordre et noircir sous les flammes. Mais pendant qu'il détruit sa vie, Beatty continue de le harceler, de le piquer avec des citations, de se moquer de sa quête de savoir, menaçant de remonter jusqu'à son complice, Faber. Et c'est là que tout bascule. Poussé à bout, vidé, acculé, Montag retourne le lance-flamme. Le serpent de cuivre ne crache plus sur les livres, mais sur l'homme qui les méprisait.
Montag commet le crime ultime. Il tue son capitaine. En quelques secondes, le pompier devient un fugitif. Le serviteur de l'ordre est devenu l'ennemi public numéro un. Alors commence une fuite désespérée. La ville entière devient un piège. Sur ses talons, une créature de cauchemar, le limier mécanique. Une araignée d'acier et de circuits, dotée d'une aiguille hypodermique remplie de poison, programmée pour traquer et tuer sans faillir. Mais la chasse n'est pas seulement physique, elle est médiatique. La poursuite est retransmise en direct sur tous les murs écrans du pays. Chaque citoyen est invité à regarder, à participer, à ouvrir sa porte pour repérer le fugitif. C'est le spectacle ultime, le divertissement suprême pour une société avide d'émotions fortes et faciles. Et quand Montag réussit à leur échapper, la manipulation atteint son paroxysme. Les médias, pour ne pas décevoir leur public, trouvent un bouc émissaire, un passant innocent, et filment sa capture et sa mise à mort en direct, le présentant comme étant Montag. La société a eu son spectacle, sa fin bien nette, l'ordre est rétabli, du moins en apparence. Pendant ce temps, le vrai Montag atteint son salut, une rivière. Il s'y jette, et l'eau froide lave de son corps l'odeur du kérosène, la sueur de la peur, et symboliquement, toute son ancienne identité. Il renaît. De l'autre côté de la rive, c'est un autre monde, la nature, le silence. Et c'est là, autour d'un feu qui ne détruit pas mais qui réchauffe, qu'il trouve une communauté de parias, des hommes et des femmes comme lui, des fugitifs. Ce sont les hommes livres, puisque les livres physiques étaient condamnés. Ils ont trouvé l'ultime parade. Ils sont devenus des livres vivants. Chacun d'entre eux a choisi une œuvre, une seule, et l'a apprise par cœur, du premier au dernier mot. L'un est la République de Platon, un autre est un chapitre de l'Ecclésiaste, un autre encore est une pièce de théâtre. Ils sont devenus des bibliothèques de chair et de sang, des gardiens silencieux de la mémoire humaine, attendant, patiemment, que le monde soit de nouveau prêt à écouter. Et alors qu'ils parlent, un grondement sourd déchire le ciel. À l'horizon, la ville de Montag s'embrase dans un champignon atomique. La guerre, cette rumeur lointaine dont personne ne se souciait, absorbée par les murs écrans, est devenue une réalité foudroyante. La civilisation du divertissement vient de s'autodétruire. Sur les ruines fumantes du monde, tout est à reconstruire. Montag et les hommes libres se lèvent et commencent à marcher vers la ville détruite. Ils n'ont rien, sauf la mémoire de milliers de livres. Et dans l'esprit de Montag, une vieille légende refait surface, celle du phénix, cet oiseau stupide qui se construisait un bûcher et s'y brûlait, pour ensuite renaître de ses propres cendres. La fin est terrible, mais elle n'est pas un point final. C'est le début d'un nouveau chapitre, un chapitre qui reste encore à écrire. Maintenant que nous avons traversé l'histoire de Montag, prenons un peu de recul. Sortons des flammes pour observer les idées, les grandes leçons que ce livre continue de nous murmurer, des décennies plus tard. Car Fahrenheit 451 n'est pas qu'une histoire, c'est un avertissement en 3 temps. Premièrement, et c'est peut-être l'idée la plus subtile et la plus terrifiante du roman, la censure n'est pas venue d'en haut. On imagine souvent la censure comme l'acte d'un dictateur, d'un État totalitaire, qui impose le silence par la force. Mais Bradbury nous dit, non, ce n'est pas comme ça que cela a commencé. La censure est venue d'en bas, elle est venue du peuple lui-même. Ce sont les gens qui, petit à petit, ont abandonné les livres. Pourquoi? Parce que les livres les mettaient mal à l'aise. Un livre vous dit une chose, un autre vous dit le contraire. Un livre vous parle de la beauté du monde, un autre de son infinie cruauté. Les livres sont complexes, contradictoires, parfois douloureux.
Alors les gens ont choisi la facilité. Ils ont préféré des divertissements plus simples, plus rapides, qui ne demandaient aucun effort et ne provoquaient aucune angoisse. Ils ont choisi le bonheur lisse et immédiat de la distraction. Le gouvernement, dans l'histoire de Bradbury, n'a fait que suivre le mouvement. Il a entériné un désir populaire pour garantir ce qu'il a appelé la paix sociale. En somme, les pompiers n'ont fait qu'allumer le bûcher que la société avait elle-même préparé. Deuxièmement, le livre nous interroge sur la nature même de la connaissance. Pourquoi les livres sont-ils si dangereux dans ce monde? Parce qu'ils sont, selon les mots de Faber, les pores sur le visage de la vie. Ils ne nous montrent pas une image lisse et parfaite. Ils nous montrent les imperfections, les cicatrices, les erreurs. Les livres nous forcent à douter, à questionner, à réfléchir de manière critique. Ils sont le miroir de notre humanité, avec toute sa complexité et ses failles. En supprimant ce miroir, la société de Montag devient amnésique. Elle ne sait plus d'où elle vient. Elle est incapable de tirer les leçons de son passé. Et une société sans mémoire est condamnée à répéter les mêmes erreurs encore et encore. C'est exactement ce qui se passe à la fin, avec cette guerre qui éclate et anéantit tout. Une guerre que personne n'avait vue venir, trop occupé à regarder ces murs écrans. La connaissance est peut-être un fardeau, oui, mais Bradbury nous montre qu'elle est aussi, et surtout, notre seul et unique salut. Enfin, et c'est le cœur du voyage de notre héros, Fahrenheit 451 est une ode sublime à l'individualité. Le parcours de Guy Montag est celui d'un homme qui s'extrait de la masse. Il passe du statut de numéro, de fonctionnaire anonyme et obéissant, à celui d'individu. Un être unique, pensant, capable de dire non. Et ce processus est tout sauf facile. Il est douloureux, solitaire et mortellement dangereux. Choisir de penser par soi-même, c'est accepter d'être incompris, rejeté et même traqué. Mais c'est là que réside, pour Bradbury, la véritable définition de la liberté. La liberté, ce n'est pas d'avoir le choix entre 1000 chaînes de divertissement. La liberté, c'est la capacité de se forger une pensée propre, de suivre sa conscience, même si cela signifie se retrouver seul contre le monde entier. C'est ça, la flamme qui ne s'éteint jamais dans ce livre, non pas celle qui détruit, mais celle, intérieure, qui illumine l'esprit d'un homme libre. Et nous voilà au terme de notre voyage. Nous avons suivi Guy Montag, pas à pas, dans sa métamorphose. Du pompier au sourire féroce, serviteur aveugle d'un système, à l'homme traqué, qui devient lui-même un livre vivant. Son histoire est bien plus qu'une simple aventure. C'est un voyage initiatique au bout de la nuit de l'ignorance. C'est la démonstration puissante, gravée dans le feu et la cendre, que la destruction des idées mène inévitablement, toujours, à la destruction des hommes. Et c'est ici, précisément, que le miroir de Fahrenheit 451 devient brûlant d'actualité. C'est ici qu'il nous frappe en plein cœur. Car la plus grande peur de Ray Bradbury, ce n'était pas celle d'un État totalitaire qui viendrait de force brûler nos bibliothèques. Non. Sa véritable angoisse, la plus prophétique, était celle d'un monde où plus personne n'aurait envie de lire. Regardons autour de nous, honnêtement. Ces flux d'informations continues qui nous s'attirent sans nous nourrir. Ces vidéos de quelques secondes qui morcellent notre attention. Cette culture du j'aime qui remplace si souvent l'effort du je pense. Ne sommes-nous pas, nous aussi, en train de choisir chaque jour le confort anesthésiant de la distraction plutôt que l'effort exigeant de la connaissance? La menace, aujourd'hui, n'a peut-être pas la forme d'un lance-flamme. Elle a peut-être simplement la forme de notre propre pouce, qui glisse, encore et encore, à l'infini.
sur un écran. Ce livre est une invitation à faire une pause, à éteindre les écrans, ne serait-ce qu'un instant, à ouvrir un livre et à lire quelque chose de long, de complexe, à oser s'ennuyer pour enfin laisser à nos pensées l'espace de naître. Si cette analyse vous a parlé, si elle a allumé une étincelle en vous, le plus beau des remerciements serait de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures explorations. Et j'aimerais vous laisser avec une question en commentaire. Selon vous, quel livre serait aujourd'hui le premier à être jeté au feu dans le monde de Fahrenheit 451? Et surtout, pourquoi? J'ai vraiment hâte de lire vos propositions. Merci infiniment pour votre écoute et à très bientôt.